Oh, t'as vu l'heure? Elle est toujours pas là, Alice? Bah attends, elle vient de m'envoyer un message. Alors, elle me dit: Salut les copains, je ne pourrai pas être là ce soir, j'ai encore beaucoup trop de travail. Bonne chance, bisous, bye. Tu sais ce que ça veut dire? Je crois que je sais. Non, c'est pas ça. Non. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu sûrement dans ce sketch. Du coup, vous avez vu qu'Alice n'est pas là encore cette semaine parce qu'elle a beaucoup de travail en alternance du coup. Donc malheureusement, on n'est que tous les deux cette semaine. On va essayer au mieux de la remplacer. Pas physiquement forcément, mais avec toute l'énergie qu'elle a. On va essayer de vous la donner. Pour les fans d'Alice, même chose, je sais, vous êtes très déçus, mais on fait ce qu'on peut avec Antoine pour la remplacer. On va commencer du coup de suite avec les nouveautés. Vous verrez dans cette vidéo, en fait, on a commencé à tourner assez tard, parce qu'en fait on a joué à 2 jeux ce soir. Et on va vous en parler dans cette vidéo, c'est le jeu qu'on va vous présenter bientôt, donc restez à l'affût. On a joué à 2 jeux ce soir, c'était très cool. Mais on va commencer de suite avec les nouveautés, on commence petit. Je t'invite à regarder ici Antoine. Ok. Nous avons les nouveaux packs qui sont sortis cette fois-ci par 4. Pourquoi? Parce que ce sont des packs alors, de héros entre guillemets pour le Seigneur des Anneaux, le JCE, le jeu de cartes évolutif. Vous avez déjà des scénarios qui étaient sortis, du moins un. Et maintenant on a des héros disponibles, donc du coup maintenant vous avez un paquet avec les nains, donc toutes les cartes que vous avez avec des traits nains et autres traits qui seraient en lien avec les nains, vous allez pouvoir commencer à mixer un peu vos paquets et commencer à constituer des paquets de cartes qui sont en corrélation entre eux avec les différents mots-clés. Donc on a les nains, dans les humains on a les cavaliers du Rohan, on a les défenseurs du Gondor et on a évidemment les elfes. Bon. Voilà. Des elfes? Ouais, des elfes. Il y a des elfes dans Seigneur des Anneaux? Oui, il semblerait. Bon, okay. C'est pas fifou. J'avoue que les nains, c'est quand même beaucoup plus classe. Le Gondor, bon, ça a toujours de la gueule. Les cavaliers du Rohan, bon, ils sont sur des poneys, mais ça va. Et les elfes, bon, voilà. Ouais, ok, surprenant. Donc ça, c'est une nouveauté pour le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif. Super. On va maintenant arriver sur un jeu beaucoup plus familial, beaucoup plus accessible. C'est à partir de 7 ans. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit également, illustré par Marine Joumard. Ce jeu Lost Seas, on l'avait vu à Cannes, c'est un jeu extrêmement simple avec beaucoup de richesse et pas mal de jeux à contraintes. En fait, dans Lost Cities, pour marquer des points, il faudra respecter au mieux les conditions qui sont indiquées par vos tuiles en abscisse et en ordonnée. Donc vous avez différents éléments qui vous sont proposés et certains vous font plus ou moins de points. Ce qui est bien fichu, c'est que vous avez des petits drapeaux en haut à gauche des tuiles qui sont soit noirs soit blancs. Ça c'est pour notamment gérer la difficulté. En blanc c'est facile ou difficile, je sais plus, et en noir pareil, vice versa. Mais en gros vous pouvez moduler la difficulté. Ce qui est très cool dans le jeu, dans sa simplicité en fait, c'est qu'on va avoir ici des tuiles, on en révèle à chaque fois 5. Sur ces tuiles là vous avez plein d'éléments, ça peut être 1, 2 ou 3 éléments identiques ou différents. En commençant par le premier joueur, celui-ci en prend une, il va la placer où il veut au mieux sur son plateau, entre guillemets, dans sa zone de jeu. Chaque joueur va en prendre un. La dernière tuile qui restera quand on joue à 4, on va les retirer toutes les tuiles. Le dernier joueur va devenir le nouveau premier joueur. Et ainsi de suite, on récupère les tuiles, etc. On va de nouveau tourner pour récupérer les tuiles. À la fin, vous allez du coup posséder un total de 16 tuiles, si je dis pas de bêtises, 4 sur 4, 16. Et du coup, ce total-là, en fait, de tuiles va vous générer des points en fonction des abscisses et des ordonnées, tout simplement. Donc certains vous demandent d'avoir des différences dans les symboles, dans la colonne. Dans la ligne, par contre, il faudra un maximum de calamars. Dans d'autres lignes, il faudra que vos tuiles comptent en tout et pour tout 11 symboles. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu très simple, très accessible, pas de texte sur les cartes, donc si vous jouez notamment avec des anglophones par exemple, peu importe, des personnes qui ne lisent pas forcément le français, et du coup vous allez pouvoir jouer avec eux, donc c'est très efficace, c'est tout ce qu'on aime dans des jeux comme ça, Blue Orange, rapide, dynamique, familial, tout ce qui marche très bien en ce moment, et surtout petite boîte, donc on peut le transporter un peu partout. On va rester dans les petites boîtes et dans les petits jeux aussi famille. Moi c'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup, un jeu de cartes de base, et maintenant ils l'ont transformé. Lama, le jeu de dés, donc c'est plus le jeu de cartes, vous le connaissez peut-être, le jeu de cartes, c'est un jeu de prise de risque, c'est un jeu de Rainer Knizia que je n'ai pas présenté ici. Un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs, honnêtement à 2 c'est pas
ce qu'il y a de mieux. C'est un jeu de prise de risque, donc forcément en général à partir de 3 c'est très Bien intéressant. sûr, c'est un jeu Les d'ambiance. parties de Lama à 6 c'est juste trop bien, moi j'adore y jouer. Lama, comment ça se passe ici? En fait vous avez devant vous, vous allez recevoir 6 cartes de différentes valeurs qui vont être entre 1 et 6 et potentiellement des lamas qui eux sont plutôt négatifs dans le jeu. Et au centre de la table vous avez ces mêmes valeurs là qui sont représentées en un seul exemplaire. Dans la main, le but c'est d'avoir le moins de points de victoire. Alors les points de victoire ici, je les ai même pas sortis parce que, hop, je vais en avoir ici, ne bouge pas Antoine, hop là. Voilà. Vous aurez des petits jetons qui ressemblent à ça. Parce que je les ai pris à côté là, mais ça ressemble à ça. Ça marche très bien. Voilà. Vous avez des jetons blancs qui vont compter pour des unités, les jetons noirs pour des dizaines, ou inversement, c'est pas très grave, ça permet de faire du changement pendant la partie. Et en fait, le but de la main, c'est de cumuler le moins de points. Dès qu'un joueur atteint 40 points ou plus, il perd la partie. Et en fait, à chaque tour, on n'a qu'une chose à faire parmi deux. C'est soit du coup, on lance les 3 dés, soit du coup, on s'arrête et on score nos cartes. Donc le truc, c'est que chaque carte vaut ses points, sauf que chaque carte n'est comptée qu'une fois. Donc là, par exemple, j'ai 5, même si j'en ai 2, j'ai pas 10, j'ai que Exact. 5. Donc 5 et 3 qui ferait 8, et 2, 10, et 4, 14. C'est pas ouf quand même. Ça commence pas bien si tu matches directement. Hein. Exactement. Je commence toujours le tour avec 6 cartes, et à mon tour, je vais pouvoir lancer les dés. En fonction des symboles qui sont révélés, je vais pouvoir choisir autant de faces que je veux. Je vais faire ça d'ailleurs pour l'exemple. Voilà, je triche un Triche peu. à nouveau, hein. Oui, mais comme c'est pas d'habitude. grave. C'est juste pour vous expliquer. Ici, je peux donc me débarrasser jusqu'à 3 cartes, du coup, en fonction des symboles, là-bas évidemment, ou chiffres qui sont indiqués. Donc là, par exemple, je peux me débarrasser d'un 5 et me débarrasser d'un 3. Ça, je le vire. Le genre d'après va faire pareil, etc. Il peut arriver que je fasse, par exemple, un super G qui ressemblerait à ça. Là, pour le coup, j'ai rien du tout en fait. J'ai ni 1 ni lama, donc je peux pas m'en défausser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais devoir récupérer au centre la carte qui correspond à l'un des symboles indiqués. Donc là, je vais prendre le 1 par exemple, et je l'ai devant moi. Et donc du coup, potentiellement au prochain tour, si je refais un lancer, que je fais 1, 2 et lama, là je peux faire ah parfait, je me débarrasse du 1 et du 2. Voilà. Donc ça, c'est le moyen de s'en débarrasser. Autre particularité, c'est que du coup, au fur et à mesure, on va essayer de se débarrasser le plus possible de ces cartes. L'intérêt de continuer dans la prise de risque, c'est que si je me débarrasse de toutes mes cartes, je peux me débarrasser d'un jeton. La même chose peut arriver lorsque je lance les dés et que je fais 3 lamas, je peux me débarrasser d'un jeton. Et prenez cette information, je dirais de manière... À la lettre. à la lettre, pardon, je n'avais plus les mots. Elle est importante cette information parce que se débarrasser d'un jeton, ça peut être autant une dizaine qu'une unité. Donc des fois, cumuler des points, c'est bien parce que ça vous arrondit votre score. Si vous êtes à 18 et que vous pouvez perdre un jeton, c'est bien parce que vous passez de 18 et vous perdez une dizaine, vous passez à 8. Et si vous êtes à 30 par exemple, vous pouvez passer de 30 à 20. Donc c'est très intéressant là-bas parce qu'à chaque fois on a envie de cumuler plus pour perdre plus. C'est là tout l'intérêt du jeu de prise de risque. Voilà, un jeu très accessible, très minimaliste dans son matériel, mais les sensations de jeu sont juste géniales parce qu'à chaque fois on va forcément les joueurs à dire allez, vas-y, lance encore un peu les dés, là t'as moyen, il reste plus que 2 cartes, tu peux le tenter. Voilà, donc ça là-bas, si vous ne connaissez pas le jeu de cartes, vous pouvez y aller. Si vous le préférez en format jeu de dés, vous pouvez y aller aussi. Et on poursuit toujours avec des jeux d'ambiance, en commençant ma série par Secret Identity, un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux pour 3 à 8 personnes. Secret Identity, vous allez voir, c'est très très simple, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire deviner un personnage à chaque manche et puis deviner les personnages des autres joueurs. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien déjà, au début de la partie, vous allez recevoir 10 cartes picto comme ceci. Donc ce sont des cartes où il y a 4 petits pictogrammes, c'est pas si difficile à dire pourtant, avec des petites illustrations diverses et variées que l'on peut interpréter un petit peu comme on veut. Je vais avoir mon plateau individuel comme ceci. Je vais piocher une clé au centre. Donc moi par exemple ici j'ai pioché le 2. Donc je dois faire deviner aux autres joueurs le personnage numéro 2. Moi je vais faire deviner Denis Brognard. Je vais devoir utiliser mes cartes picto en tant qu'indice en les plaçant sur mon plateau individuel. Vous voyez que j'ai 6 emplacements, 3 emplacements lumière rouge négatif, 3 emplacements lumière verte positif. Bon ici pour faire deviner Denis Brognard j'ai utilisé 2 de mes 10 cartes. J'ai mis ici le feu de camp et le A pour le A. Voilà. Si vous avez la référence, vous comprenez. Sinon, c'est loupé, tant pis. Tous les autres joueurs vont faire de même avec le personnage qu'ils ont pioché. Et puis ensuite, on va aller voter. Donc, par exemple, je pense que un des autres joueurs a le personnage numéro 5, Hélène Ripley. Je vais aller mettre ma clé numéro 5 dans son plateau. D'accord? Et je vais faire de même pour les plateaux de tous les joueurs. Les autres joueurs, évidemment, vont venir placer leur clé dans mon plateau. Puis une fois qu'on a tous placé notre clé, on va dévoiler. Là, je vais gagner des points pour chaque joueur qui aura bien trouvé mon personnage. Donc là, il y a 2 joueurs qui ont bien trouvé mon personnage, numéro 2, numéro 2.
et ce personnage-là, ce joueur-là, tant pis, il n'a pas trouvé. Et les autres joueurs vont marquer un point pour avoir bien trouvé. On va, à la fin de la manche, bien sûr, compter les points, retirer les personnages, en mettre 8 nouveaux, mais attention, vous n'allez pas piocher de nouvelles cartes Picto, puisque il va falloir vous débrouiller durant toute la partie avec les cartes Picto que vous avez en main au départ, sachant que vous pouvez en mettre jusqu'à 3 à chaque manche. Donc attention à ne pas tout cramer dès le début et à vous retrouver sans carte Picto, parce que là ça va devenir très compliqué. Voilà donc pour Secret Identity, un bon petit jeu d'ambiance dans lequel on se fait deviner des personnages. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, et il est très bien pensé. Jeu suivant. À la manière d'Archimboldo, un jeu de Marie et Wilfried Faure, Nathalie et Rémi Saunier, illustré par Maud Chalmel. Dans À la manière d'Archimboldo, eh bien vous allez réaliser de véritables œuvres d'art à l'aide de ces fruits et légumes aimantés. Hop là, ça tient super bien, le matériel est vraiment super top. On a chacun comme ceci notre cadre, on a accès à tous les fruits et légumes qui sont en vrac sur la table au début de chaque manche. Il va y avoir une personne qui va aller tirer comme ceci des petites tuiles et qui va aller former le titre de son choix. Donc par exemple ça peut être Ruine dans les arbres, ça peut être Une danse dans les arbres, ou ça peut être Une danse en folie. Bon là, pour notre exemple, quelqu'un a décidé que ce serait Naissance qui pique. Donc, que va-t-il se passer? On va tous aller fouiller dans les fruits et légumes, tous en même temps. Alors là, il y a deux écoles, il y a ceux qui fouillent de manière frénétique et qui essayent d'en voler le maximum, mais c'est un peu l'anti-jeu, c'est pas la meilleure façon de jouer. Oui. Ou alors, on y va tranquillement, on discute, attends, moi finalement, la banane, j'en fais rien, est-ce que tu peux me passer une citrouille? Ok, je t'échange la banane contre la citrouille, hop, on va faire notre œuvre d'art. Donc là, Naissance qui pique, voici mon œuvre d'art. Et puis une fois que tout le monde a fait son œuvre d'art, on va en parler un petit peu chacun notre tour, on va essayer de la vendre aux autres joueurs, puisqu'en fait c'est un jeu à vote, le but c'est d'obtenir le vote des autres joueurs. Donc là je vais vous expliquer que Naissance qui pique, vous voyez donc ce dinosaure, comme on le voit, qui a des piquants sur le dos, il est en train de couver ses œufs dans les forêts, et donc quand les œufs vont éclore, dedans il y aura des petits dinosaures avec des piquants, d'où Naissance qui pique. Et là évidemment, comme mon œuvre d'art est magnifique et que je l'ai super bien expliqué, il y a toutes les chances que les autres joueurs votent pour moi. On va faire autant de manches comme ceci qu'il y a de joueurs. Alors très honnêtement, c'est pas le genre de jeu où le but ça va être d'accumuler le plus de points possible, le plus de votes, enfin si, c'est quand même le but, mais le plaisir de jeu ça va être vraiment la création. Et croyez-moi, des choses on peut en faire, vous allez vraiment des fois tomber sur des thèmes qui n'ont ni queue ni tête, mais si derrière vous avez un petit peu le blabla, le bagou, l'imagination, la créativité, pas comme moi qui fait tout le temps des dinosaures quoi qu'il arrive. Quand on joue à ce jeu, je fais des dinosaures et là je me suis encore débrouillé pour faire un dinosaure, vous pouvez toujours blablater et ça va bien fonctionner. C'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans pour des parties d'environ, allez, un quart d'heure, une demi-heure, il y a marqué 20 minutes sur la boîte, j'approuve, de 3 à 6 joueurs. Ça va être parfait pour jouer en famille, ça va être parfait pour jouer à l'apéro avec les copains. Je sens déjà que c'est un futur hit, en tout cas j'aimerais bien parce que j'adore ce genre de jeu de création. Ouais, je pense que même pour des ludothécaires ça peut être super cool. Franchement, bien sûr. Le matériel est top, vraiment, les petits manettes tiennent super bien, c'est très agréable. Oui, j'aime bien parce qu'en fait on n'a pas la même interprétation et la même du coup utilisation des fruits par rapport à la perspective qu'ils ont. Oui, moi j'aime bien utiliser un petit peu la 3D comme ça pour cacher les choses. Voilà pour À la manière d'Archimboldo. Et juste à côté, nous avons 10. 10, c'est un jeu de cartes avec des valeurs, des couleurs, un petit peu joueur quand même, parce que vous allez voir, il y a pas mal de petites mécaniques qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Ça reste quand même un jeu pour taper le carton quand on a un quart d'heure, 20 minutes devant soi. Le principe, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être de récupérer des cartes de couleurs, de valeurs différentes pour aller faire des séries. En fait, en fin de partie, vous allez marquer des points. Vous allez regarder pour chaque couleur votre série la plus grande et vous allez marquer un point par carte. Donc, vous voyez ici pour le orange, j'ai 1, 2, 3, puis j'ai commencé une nouvelle série avec un 1 qui ne me sert à rien, mais ce sera 3 points. Ici, j'ai un joker. Donc joker, vert et un 5 ça fait 2 points, 3 points, 1 point, vous avez compris le principe. Okay. Comment est-ce qu'on va récupérer des cartes? Eh bien on va jouer chacun notre tour, on va pouvoir tenter notre chance. Quand c'est mon tour, je vais tirer une première carte et là j'ai le choix, soit je l'encaisse, soit je peux continuer à tirer des cartes. Mais il ne faut pas que la valeur des chiffres ici dépasse 10 au total. 10 ça va, au-delà de 10 ça ne va plus du tout. Okay. Je continue, il y a un deuxième type de carte, comme ceci. Ce sont des cartes de monnaie. Les cartes de monnaie, il ne faut pas non plus que la monnaie elle dépasse 10. Mais attention, la monnaie va faire soustraire la valeur des nombres. Donc là, en gros, avec les nombres, je suis à -2, enfin je suis à 0 en fait. Hein. Bon, je peux continuer à ce moment-là. Hop là, encore 3. Bon, voilà, 6, -5, je suis à 1, tout va bien. J'ai envie de continuer.
je tombe sur un joker. Joker, c'est un des cas particuliers du jeu. Là, il va se lancer des enchères. À partir du joueur à ma gauche, on va faire un tour de table jusqu'à ce que ça revienne à moi, et on va pouvoir dépenser de la monnaie comme ceci, je vous explique juste après comment on a la monnaie, pour obtenir cette carte. Attention, ce sont des enchères à une annonce, et vous devez bien sûr tout le temps surenchérir. Donc on peut pas faire monter un petit peu la sauce à l'infini, non. Il faut être sûr de soi quand on lance son enchère. On va faire l'enchère, la personne en question va gagner la carte, et puis je vais en tirer une nouvelle. Ok, donc là c'est pas mal, mais peut-être que ça vaut le coup de m'arrêter. Oui. Si je m'arrête, c'est très très simple, je vais prendre les cartes nombre, et je fais gagner 5 monnaies aux autres joueurs, ou alors je peux choisir de prendre la monnaie, donc on défausse la carte et je prends 5, mais ces cartes-là vont dans un marché. Et bien oui, les marchés, donc le marché c'est une zone à part, on va mettre les cartes, et en fait si j'avais choisi de prendre les nombres, certes je fais gagner 5 monnaies aux autres joueurs, mais moi avec la monnaie que j'ai, eh bien je vais pouvoir acheter des cartes dans le marché. Alors, actuellement il n'y en a pas dans ma mise en place, mais normalement il y a toujours au bout d'un ou deux tours des cartes dans le marché. Que se passe-t-il si jamais je dépasse 10? Eh bien je vais me griller. Alors j'imagine que voilà, très bien, ça c'est un excellent exemple. Je me grille complètement. Et bien là les cartes sont défaussées. Je vais en plus faire gagner les sous aux autres joueurs. Bien sûr. En compensation, j'ai droit à un petit jeton blanc comme ceci qui vaut 3. Voilà, et sinon, c'était pas un super tour pour moi. Voilà en gros le principe. Alors attention, si je me grille avec la monnaie en dépassant 10, j'ai droit à rien du tout. Hein. Donc il faut faire vraiment attention. Il y a ce côté stop ou encore, un petit peu blackjack, mais jusqu'à 10, hein, nous le nom du jeu. Il y a ce petit côté enchère, collection de cartes. Tout ce qu'on aime bien dans les petits jeux de cartes comme ceci, avec des couleurs, des valeurs, des suites de cartes, condensées dans cette grosse boîte. 10, j'ai déjà fait une petite partie et franchement c'est tout de suite adopté. Je pense que ça peut être un bon jeu pour jouer le midi à la pause avec les collègues, en soirée, en famille, vraiment c'est le type de jeu passe-partout. Et le dernier de ma petite série jeu d'ambiance, eh bien c'est Oriflamme Alliance. Oriflamme Alliance, c'est la troisième et donc dernière boîte de la trilogie Oriflamme, qui était pensée pour être une trilogie dès le début. Je vais récapituler un petit peu, rappeler ce que c'est que Oriflamme avant de continuer. Eh bien c'est un jeu dans lequel vous allez recevoir des cartes de votre famille. Alors là, pensez un petit peu Game of Thrones. Hein. Vous avez des cartes comme ceci avec des dos de différents symboles. Donc là, la licorne, différents, comment on appelle ça, des blasons. Oui. Donc si je suis la maison des licornes, je vais recevoir toutes les cartes avec les licornes. Les autres joueurs vont recevoir également toutes les cartes de leur maison. On va éliminer quelques cartes en début de partie pour qu'il y ait une possible asymétrie, un petit peu d'incertitude. Et puis ensuite, c'est très très simple. À chaque manche, il y a un premier joueur qui va jouer une carte. Les autres joueurs peuvent jouer après ou avant. Chaque joueur, admettons à 4, va aller poser sa carte et on va aller résoudre cette frise parce qu'on vient de constituer une frise dans ce sens, dans le sens de lecture de gauche à droite évidemment. Le joueur possesseur de la carte va dire soit je mets un point de victoire dessus et ensuite on passe au joueur suivant, soit à un tour ultérieur, on peut par exemple dire je retourne la carte, s'il y avait des points de victoire dessus, empocher les points de victoire et faire l'effet immédiat de la carte et on passe à nouveau aux cartes suivantes et à chaque fois qu'on reviendra sur cette carte, elle refera son effet. À chaque fois qu'on reviendra sur cette carte, si elle ne s'est pas fait éliminer, puisque c'est un des moyens principaux de faire des points, ça va être d'éliminer les cartes de les autres joueurs. À chaque fois que vous éliminez une carte d'un autre joueur par un moyen ou par un autre, vous allez gagner un point. Et puis évidemment, il va falloir s'arranger pour éliminer les cartes qui, par exemple, qui peuvent permettre aux autres joueurs d'aller faire des points. Puisque des effets de cartes, désormais avec 3 boîtes, il y en a énormément. Sachez que chaque boîte fonctionne indépendamment, mais peut aussi être mélangée avec les autres boîtes. Et donc là, on va rentrer dans une nouvelle strate de stratégie où on va sélectionner nos personnages avant même de jouer. Donc il y a un jeu avant le jeu un petit peu quand on va jouer comme ça. Cette nouvelle boîte, donc Alliance, se situe dans un univers un peu plus oriental. Je ne saurais pas dire si c'est la Chine, la Mongolie, le Japon, je pense qu'il y a un mélange un petit peu de tout ça. Et en termes d'expérience de jeu, je trouve que les personnages sont un peu plus dans la finesse. Autant la boîte d'avant, Embrasement, avait des fois des combos assez bourrins, assez ravageurs. Autant là on est beaucoup plus dans la finesse. Alors il y a toujours de quoi faire très très mal aux autres joueurs. Je vais noter notamment qu'est-ce que j'avais vu comme carte qui pouvait être sympa. Voilà, le négoce. Le négoce, quand vous allez le dévoiler, vous allez le mettre de côté en conservant les points de victoire qu'il y a dessus. Donc admettons j'avais réussi à faire en sorte qu'il ne meure pas jusqu'à avoir 2 points de victoire dessus. Je le dévoilais, je le mets de côté. Donc ça c'est l'effet réservé. Et puis en fait à chaque début de tour, il va me faire gagner les points de victoire qu'il y a dessus.
c'est quand même très très puissant. Oui. On a très envie de mettre plein de points de victoire dessus pour avoir plein de points de victoire tout le long de la partie. Oui, mais en même temps, eh ben, ça devient un danger pour les autres joueurs, donc ils vont faire en sorte de l'éliminer. Il y a l'infiltration. L'infiltration, c'est très sympa. Placer un point de victoire sur chacune des cartes face cachée, de vos cartes face cachée. Donc ça, ça peut être intéressant par exemple de le mettre en début de partie. Réserver l'infiltration, ça veut dire qu'on la met de côté, et à chaque fois qu'on éliminera une carte face cachée d'un autre joueur, bien sûr, on gagnera 2 points supplémentaires. C'est très cool. Il y a marqué d'ailleurs face cachée tout court, donc peut-être qu'on peut même éliminer nos propres personnages, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Ça peut arriver, mais c'est un cas particulier, je crois, où si t'es dans l'obligation de d'abord buter les ennemis, et si jamais tu peux pas, tu te tiens dans le pied. Ok, de toute façon, de manière générale, on va plutôt essayer de détruire les cartes des autres joueurs. C'est pas pertinent de se taper de tirer. Voilà en gros plein de nouvelles combinaisons, et c'est vrai qu'il y a une réelle finesse, et ça va très très bien se mélanger avec les autres boîtes de la gamme. T'assumes ou pas? Mon préféré, c'est Everdell. Tu fais super bien Alice. Ouais, c'est incroyable. Je faisais cette intro en fait parce qu'on a reçu des extensions d'Everdell, notamment on a reçu Belfair. Donc je voulais faire une petite dédicace à Alice. On a reçu Belfair, par contre on en a qu'une actuellement à l'heure où je vous parle. Donc vous voyez la vidéo, ça se trouve, elle est peut-être déjà plus là parce que quelqu'un s'est rué dessus le vendredi matin. Belfair, du coup, je n'aurai pas autant d'informations qu'Alice vous en aurait donné, mais c'est la 3e extension de Everdell que j'aime beaucoup aussi. Le jeu de base est excellent, l'extension Pearlbrook est aussi très très bien, c'est vraiment très efficace. Spirecrest est juste génial, si vous cherchez une extension à voir sur Everdell, c'est celle-ci. Et celle-ci, visiblement, elle rajoute surtout du matériel supplémentaire, mais je trouve que c'est essentiellement pour du confort. Alors je vois ici qu'il y a des petits plateaux, pardon, ça se trouve il doit y avoir des reflets. Ouais, c'est bon. Voilà, il doit y avoir des petits plateaux ici en fait qui permettent justement de mieux gérer vos ressources, de poser vos ouvriers, parce qu'avant dans Everdell on ne savait jamais où les poser. Vous avez du coup maintenant un plateau qui est posé au niveau supérieur, donc derrière l'arbre qui n'existe plus en fait. Vous avez le récap des saisons qui est là. Vous avez 2 nouveaux habitants, on va dire, de nouvelles manières de jouer les différents ouvriers. Vous avez de nouveaux objectifs aussi personnels. Vous avez un système de troc ici qui vous permet justement d'échanger des ressources sur un marché. Ça a l'air d'être une sorte d'ensemble de modules. Je pense que Alice en parlerait mieux que moi et vous le ferez mieux vivre que moi. Il me semble qu'elle est particulièrement compatible avec les autres extensions. Totalement. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres extensions qui ne fonctionnent pas toujours bien ensemble. C'est ça, parce que totalement, celle-ci en fait elle rajoute des petits modules, mais ce qu'elle rajoute en plus, je sais pas si c'est un point positif, c'est qu'elle permet de jouer jusqu'à 6. Un 5e et un 6e joueur se rajoutent à ça. Donc tant mieux, si vous voulez jouer à 6 à Everdell, je pense qu'il faut avoir une énorme table pour jouer à 6 à Everdell. Toutes les extensions combinées, par contre, ce n'est pas conseillé, mais ce n'est pas interdit. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà, donc sachez qu'on a reçu l'extension et on n'en a qu'une. J'espère qu'on pourra en recommander très vite, mais je crois que c'est en rupture. Sur quoi on va enchaîner sur Whistle Mountain. Whistle Mountain, je vous ai pas sorti tout le matos parce qu'en vrai, alors au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, on a un plateau qui est quand même énorme. Je pense qu'il doit y avoir 4 quarts de plateau pour vous dire la masse que c'est. Whistle Mountain, qu'est-ce que c'est? C'est un gros jeu de gestion de ressources. Je dis gros jeu pourquoi? Parce que si vous connaissez Dice Tower, justement voilà, Tom Vassell de Dice Tower, c'est un jeu qu'il a beaucoup aimé parce qu'il lui a donné le Seal of Excellence. En général, il y a le Seal of Approval qui est cool, et puis le Seal of Excellence, c'est juste du très très bon jeu, ouais, pas mal ficelé. Là ici on est sur un gros jeu de ressources avec un énorme plateau. Globalement le jeu est très bien résumé, notamment sur votre plateau personnel. Je peux te le mettre comme ça, tiens, si tu veux, hop. Et en fait là vous avez un petit plateau autour duquel va s'agencer différentes choses, différents modules en fait, ces choses que vous allez pouvoir acquérir durant la partie. Et ça se résume très bien parce que votre action principale, elle est indiquée ici, c'est résumé à 2 actions, soit récolter, soit travailler. En gros, récolter, ça sert à poser des petits jetons comme ceci, alors des petits moyens de transport, ce qu'ils appellent des aérostats. Vous avez différents aérostats et ça va avoir un impact dans le jeu, notamment par rapport à leur taille, parce qu'en fait, ces petits aérostats, vous allez les envoyer, donc là je t'envoie sur le plateau ici, en fait sur un plateau de base qui est vide, mais qui va se constituer de petites tuiles que je vais te présenter là aussi, hop. Voilà, il n'y a pas que ça comme taille, mais j'ai pas tout sorti. Mais en gros, il y a plein de tuiles, ce qu'on appelle des pentamino en fait. Vous allez les placer sur le plateau. Donc voilà, vous allez après pouvoir les placer, les agencer au mieux. Pourquoi? Parce que quand vous avez placé vos différents aérostats, en fonction de ce qu'il y a adjacent à eux, vous récupérez des ressources. Ça peut être de l'or, ça peut être des sifflets qui sont des jokers, ça peut être de l'eau, ça peut être du charbon. Et sur ces échafaudages, on pourra en plus
construire des machines. Ça, c'est la deuxième action, c'est quand on travaille, on récupère les aérostats et on peut travailler. Et du coup, en travaillant, on construit justement des usines qu'on place justement sur les échafaudages. Faites attention parce qu'en fait, les échafaudages, ils vont monter en fait au fur et à mesure. Et les machines après qui seront au-dessus du pont, en fait, qui vont arriver dans la montagne, elles vont chauffer en fait en travaillant. Et il va y avoir justement des petites réglettes d'eau qui sont en bas du plateau, qui vont grimper. Parce qu'en fait, comme ça fait chauffer les machines, l'eau, du coup la glace va fondre et ça va créer justement une montée des eaux. Et il faut faire attention, pourquoi? Parce que vous avez des ouvriers sur le côté que vous pouvez récupérer, notamment quand vous ramenez vos ouvriers avec l'action de travailler. Et du coup, vous pouvez sauver des ouvriers de l'eau qui se sont noyés, entre guillemets, ou alors payer de l'or pour récupérer des ouvriers qui sont sur le côté. L'intérêt de ces ouvriers-là, c'est qu'en fait, vous allez les libérer et les placer dans une zone sur les échafaudages. Et plus ils sont hauts, mieux c'est. Pourquoi? Parce que quand vous allez placer une machine sur des ouvriers, les ouvriers vont se décaler sur la droite du plateau. Et plus ils sont hauts, plus ils marquent de points. Vous récupérez des objectifs. L'autre particularité, notamment sur le placement des différents aérostats, c'est que sur les pourtours du plateau, vous avez moyen de payer des ressources pour récupérer. Donc, il y a les différentes machines, évidemment. Mais il y a aussi différents bonus, des petits jetons comme ça, qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va placer évidemment ici. Voilà, c'est bien agencé. Vous allez avoir notamment ces petites choses-là aussi que vous allez pouvoir acheter, qui sont en fait des outils pour vous agencer vos points de victoire, pour essayer d'agencer le gain de ressources. Hop, et vous allez les placer à chaque fois au-dessus et en dessous. Les plateaux sont vraiment top. C'est franchement cool et en plus, on voit ici qu'on a un stock qui est limité, donc vous pouvez pas non plus trop thésauriser. Et vous allez avoir justement à la fin de la partie qui va s'enclencher à un certain moment en fonction de la montée des eaux. Et du coup, vous allez retourner votre plateau pour voir qu'est-ce qui fait des points, qu'est-ce qui vous en fait perdre. Bref, c'est un jeu sur lequel on peut pas malheureusement trop s'étendre parce qu'en fait, il y a quelques subtilités dans les grandes actions, mais c'est une action à faire parmi deux, donc c'est pas non plus énorme. Si ce n'est que c'est... Bon, si c'est un Seal of Excellence, c'est que quand même vous êtes sur un gros jeu, 14 ans et plus, des parties je pense d'1h30 qui peuvent potentiellement passer sur les 2 heures si vous jouez à 4. Donc si vous adorez tout ce qui est Agricola, les gros jeux de gestion de ressources, là j'en ai pas d'autres en tête, mais en vrai il y en a énormément. Riverdale est un jeu de gestion de ressources aussi. Celui que je vais vous présenter juste après est un très gros jeu aussi de gestion de ressources avec un peu de prise de risque. Et Whistle Mountains peut complètement vous plaire. C'est un jeu de Scott Caputo, je l'ai pas dit, et Luke Laurie, la boîte à jeu. Voilà, donc ça c'était pour Whistle Mountains. Et donc du coup je parlais aussi d'un gros jeu. C'est Cloud Edge, et c'est encore moi qui le explique. Je dis encore moi parce qu'en fait, à la vidéo des 3000 abonnés, je l'avais déjà expliqué très rapidement. Il y a un an. Oui, exactement. Donc le Alex du futur va essayer de rattraper ce qu'a dit l'Alex du passé. Ici, Cloud Edge, c'est un jeu d'Alexander Pifter. On connaît Alexander Pifter pour Maracaibo, pour Expédition Noodle. Je vous dis ça parce que justement, ces 3 jeux-là avec Cloud Edge ont un point en commun, c'est qu'ils ont un système de campagne legacy entre guillemets, il n'y a pas de matériel qui va se détériorer, mais on va avancer sous forme de chapitres. Vous pouvez faire une campagne énorme de 7 chapitres dans Cloud Edge, mais vous pouvez prendre le jeu tel qu'il est et jouer les chapitres indépendamment des autres. C'est juste qu'en fait il y a du matériel qui va s'enlever et d'autres qui va se rajouter. Donc ça c'est énorme, ça permet en fait d'avoir, d'approfondir en fait le thème du jeu, parce qu'ici le thème c'est un peu de la... Comment on peut appeler ça? De repopulation, pas vraiment. On va essayer de rendre moins aride, un peu plus fertile les différents territoires qu'on a ici en fait. Ce sont des déserts. On est dans un monde un peu post-apocalyptique. Donc le but c'est quand même de ramener un peu plus de l'air moins nauséabond qu'il existe déjà et essayer d'aller planter des herbes, essayer de repeupler un peu tout ça. Et on le fait à travers des petits dirigeables et des drones. En fait, là la particularité du jeu c'est que vous avez marqué des points un petit peu partout. C'est compliqué de vous expliquer sans le matériel, je l'avais à l'époque, on avait une petite boîte de démo, là on pourrait le faire sans, mais je pense qu'avec le matériel c'est plus efficace, c'est plus parlant. Globalement le jeu, ça va être un jeu qui va regrouper plusieurs choses, jeu de gestion de ressources, jeu de prise de risque, et de deck building, et évidemment gestion de ressources, ça j'avais déjà dit. Ce qui se passe dans un tour de jeu, en fait vous allez avoir ici sur votre plateau personnel, alors c'est un plateau personnel un peu à la taverne de la vallée profonde qui va un peu se moduler. Super. Vous allez pouvoir ici avoir des hélices supplémentaires en améliorant en fait votre vaisseau, vous allez pouvoir mieux vous déplacer, mieux attaquer, gagner des points de victoire en optimisant tout ça, gagner de l'énergie aussi. Globalement, ce qui se passe, c'est que vous avez un récap de tour de jeu ici qui va se passer en fait en 3 phases. La première phase, en fait, elle consiste de votre paquet de cartes à tirer les 2 premières cartes de votre paquet. Il y a une des cartes, donc de toute façon les valeurs varient en général entre 0, 1 et 3 même je crois.
Il n'y a pas de 0 je crois, ça va de 1 à 3 au début. Vous allez voir qu'après, comme c'est du deck building, on peut acheter de nouvelles cartes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une carte que vous attribuez pour gagner de l'énergie, entre autres, qui va pouvoir être transformée en eau, et c'est une ressource importante dans le jeu, vous verrez. Ou alors, et après, vous allez utiliser l'autre carte, souvent la plus grande, pour du coup l'utiliser pour vous déplacer dans votre dirigeable. Et quand vous déplacez votre dirigeable, ce qui permet là, c'est que vous allez essayer de rejoindre, entre autres, des villes qui sont représentées sous les nuages. Donc ce qui se passe quand on arrive sur des villes, il y a des valeurs qui sont en rouge et qui sont des valeurs d'attaque. Et si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous le souhaitez, vous pouvez attaquer une ville pour récupérer les ressources qui sont juste en dessous. Pour ce faire, notamment les améliorations de vaisseaux vous aident à atteindre cette valeur d'attaque-là. Sinon, vous dépensez de l'énergie pour piocher des cartes de votre paquet. Vous pouvez en dépenser de plus en plus, mais plus vous le faites, plus vous risquez même de perdre des points, donc il faut faire gaffe à la rentabilité. Donc vous tirez une carte, si votre valeur est égale ou supérieure à la valeur d'attaque, du coup vous gagnez les ressources indiquées. Vous pouvez passer sur des tuiles ou des recouvrir, je vais vous expliquer comment plus tard, des tuiles pour justement gagner les ressources qui sont dessus. La première phase, du coup, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, consiste en gros à tirer 2 cartes et à les ajuster avec les ressources, l'énergie et les déplacements. Ensuite, les déplacements, vous allez avoir une phase où justement la dernière phase, elle consiste à placer votre drone, et c'est une des phases les plus importantes parce que tout le monde va jouer en même temps. C'est-à-dire que les joueurs vont proposer une action de drone et les joueurs vont pouvoir en profiter, un peu comme Puerto Rico, Race for the Galaxy ou encore le très récent Terraforming Mars. Vous avez ce système où quand vous faites l'action, les autres joueurs en profitent aussi. Et notamment dans ces actions-là, il y a moyen de créer des projets. Des projets, ce sont des cartes qu'on voit ici, qui ont différentes couleurs et différents effets pour marquer des points. Je ne rentre pas dans le détail parce que là, pour le coup, les cartes ont un coût en ressources et parfois en cartes. Et elles ont des couleurs qui vous permettent de savoir à quelle phase elles vont s'enclencher. Ici, notamment, c'est le plateau justement commun à tous les joueurs. On va y avoir chacun notre drone. Le joueur peut du coup se placer pour planter des différentes zones de fleurs, mais non, végétation. Végétation, merci, j'avais plus le mot, pour justement les placer et marquer des points de victoire sur le plateau. Vous avez notamment la possibilité de construire des cartes projets, mais aussi de vous placer sur l'un des 3 emplacements, quand vous êtes dans des villes, pour pouvoir aller récupérer des cartes qui, elles, sont dans une sorte de protège-cartes. Il y a un paquet de cartes dedans, mais en gros, c'est des cartes qu'on voit au-dessus, d'ailleurs, pardon, j'ai pas eu, où en fait, on va avoir un nuage qui est difforme à chaque fois il change en fonction des paquets, et qui va masquer une partie de l'information, notamment le gain de ressources. Et en fait, ce qui est hyper cool à ce moment-là, c'est que c'est un jeu d'observation. Vous allez regarder un petit peu votre nuage, et vous allez dire, ok, qu'est-ce qui masque en gros là? Est-ce que je peux trouver plus d'eau? Est-ce que je peux trouver plus de métal? Est-ce que je pourrais trouver de l'énergie? Est-ce que je peux piocher des cartes? Et notamment, vous allez le regarder, et puis vous allez dire, moi je pense que je vais récupérer de l'énergie. Je sais même pas encore ce qu'il y a dedans, mais vu la carte, je pense qu'il y a plus d'énergie. Les autres joueurs peuvent se positionner dessus, et du coup, quand vous allez révéler la carte, Antoine a pu se placer sur un endroit qui voulait récupérer du métal, il va en récupérer 3. Moi je me suis placé sur l'énergie, j'en récupère qu'un. Manque de bol, j'ai mal analysé ma carte, je me suis fait avoir. Il y a un petit côté de prise de risque. L'astuce aussi de faire ça, c'est que vous allez récupérer cette carte, et potentiellement vous pouvez récupérer également des bonus qui vous servent à supprimer des cartes et donc à épurer votre paquet. Donc vraiment, Cloud Edge, il faut le voir comme un jeu donc qui a déjà ce côté gestion de ressources très efficace. On va avoir un jeu plutôt, bloquant, oui, sur les différents emplacements, on pourrait se bloquer, mais c'est pas trop ça. C'est un jeu plutôt de prise de risque aussi également, mais notamment donc, de deck building. Et ce jeu de gestion de ressources se couple parfaitement bien avec le deck building parce qu'en fait, tout est bon à prendre. Vous n'êtes jamais dans une situation, on va dire, négative ou catastrophique parce que tout est bon à prendre, tant les cartes, tant les ressources, que ce soit l'eau, l'énergie, parce que l'énergie peut se transformer en eau, donc tout est faisable. Sachez juste que du coup, les parties vont littéralement changer en fonction du chapitre que vous jouerez, et si vous jouez justement, un peu comme Expédition Noodle ou Maracaibo, en mode campagne. Je m'attarde pas trop non plus sur Cloud Edge, mais sachez que c'est un jeu quand même plutôt pour joueurs, on est sur des parties de 1h30 aussi, 2 heures. Ok, voilà. Très prometteur. Oui. Alors, effectivement, on vous a dit au début de cette vidéo qu'il était super tard. Effectivement, on a des petites cernes comme ça, n'est-ce pas, Alex? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de jouer à des jeux avant de tourner la vidéo. Est-ce que c'était une bonne idée, un bon point stratégique? Je ne sais pas, on aurait pu y jouer après, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on voulait pouvoir bien vous parler de ces jeux. Et bien, parmi les jeux dont on voulait pouvoir bien vous parler, eh bien, il y avait
Pessoa qui est ici. Alors je sais pas si on prononce Pessoa ou Pessoa, je vais dire Pessoa, j'espère que je dis pas trop de bêtises. Donc Pessoa, avant de vous en parler, eh ben, je veux tout d'abord remercier notre distributeur Novalis qui nous avait envoyé une boîte en avant-première pour qu'on vous la montre dans une vidéo en avant-première. Nous ne l'avons pas fait parce que Cannes, un petit peu sur le trajet, Cannes est arrivé et nous est tombé sur le coin de la tête et on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper. Donc merci Julien, merci Novalis. On va se faire pardonner, du moins on va essayer de se faire pardonner. On va vous le faire gagner, Pessoa. Dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura un jeu concours. Donc eh bien, revenez nous voir la semaine prochaine, on vous expliquera tout ça plus en détail. En tout cas, Pessoa, eh bien, c'était fort sympathique. Oui. C'est vraiment une bonne surprise. Je vous en parle rapidement. Donc un jeu de poste d'ouvrier un petit peu expert. Alors c'est pas un expert 14 ans et plus, c'est un peu un jeu entre deux, ce qu'ils appelleraient la catégorie initiée dans les As d'or. Oui. Ça reste un jeu de poste d'ouvrier assez simple, hein. Vous allez prendre votre personnage, votre petite tête de Pessoa à votre tour et vous allez le déplacer vers un lieu. Mais il va se passer plein de choses, vous avez plein de possibilités. Avant toute chose, le thème, la thématique, parce qu'elle est importante. Hop là, je remets de ce côté. La thématique est très importante. Ça parle donc de la vie de Pessoa, qui est un écrivain, poète du 19 et 20e siècle, en gros, décédé en 1935, si je dis pas de bêtises. Et cet auteur slash poète était connu parce qu'il avait plusieurs personnalités. Alors est-ce que c'est parce qu'il avait des vrais troubles de la personnalité ou est-ce que c'était sa façon à lui d'aborder l'art? Difficile à dire, j'ai essayé de me renseigner là-dessus et effectivement difficile à dire toujours. On va jouer des hétéronymes dans ce jeu. Ça signifie que chaque joueur joue une des personnalités alternatives de Monsieur Pessoa et va essayer d'écrire les meilleurs poèmes, en tout cas de meilleurs poèmes que les autres joueurs. Voilà en gros comment je peux vous le résumer. On a donc un plateau qui représente les 4 lieux principaux de Lisbonne où vivait Pessoa et dans lesquels il aimait beaucoup aller. Basiquement, à votre tour, vous allez pouvoir vous déplacer sur un emplacement libre. Vous, quand vous jouez votre personnage, votre hétéronyme, vous allez pouvoir vous déplacer sur un petit emplacement gris. Donc il n'y a qu'un seul emplacement sur chacune des zones. Quand vous y allez, vous allez forcément bloquer la place pour les autres joueurs. Vous allez voir qu'il y a des petites astuces pour s'y poser quand même. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces différents lieux? Eh bien, il y a les lieux du haut et du bas qui sont les cafés, dans lequel Pessoa aimait bien s'installer pour réfléchir, boire, écrire. On va pouvoir y récupérer des cartes d'inspiration. Ce sont des cartes sur lesquelles il y a des valeurs, des couleurs qui correspondent à des courants littéraires. Donc il y en a 3. Il y a le futurisme, le classicisme et le naturalisme. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Il y a des petites citations dessus de Pessoa, c'est très agréable. Le jeu, de manière générale, est super bien édité. Je le dis tout le temps quand c'est bien édité, vous m'entendez souvent dire ça, mais quand je le dis, il y a une vraie raison. Et là, franchement, le plateau est magnifique. On l'a pas emmené parce qu'il prend une place monstrueuse, mais il est vraiment très grand. Il y a un plateau central qui tourne, enfin, il est très complet. On va donc pouvoir récupérer des cartes. Et en fait, sur les côtés, on va pouvoir dépenser des cartes pour aller faire des actions. Sur la gauche, vous allez pouvoir dépenser des cartes correspondant soit à certaines valeurs, soit à certaines couleurs, donc les courants littéraires, pour obtenir des petites étagères sur un marché. Alors, il n'y en a toujours que 2, et un petit bonus de points également. Ces étagères, vous allez pouvoir les mettre sur votre plateau personnel, soit pour augmenter votre énergie va vous dépanner pour faire des actions un petit peu spéciales ou quand vous êtes bloqué, elle va être très utile. Et aussi pour augmenter le nombre de cartes inspiration que vous pouvez avoir en main. Soit, les étagères, vous les mettez en dessous de votre plateau et elle va augmenter les points que vous gagnerez lorsque vous écrirez un poème dans tel ou tel style littéraire. Vous voyez, la thématique est vraiment super bien portée. De l'autre côté, dans la dernière zone, on va pouvoir donc s'y poser et pour aller justement écrire des poèmes. Et là, vous allez jouer les fameuses cartes inspiration. Vous allez faire en sorte qu'elles soient forcément de valeurs différentes, pas forcément des valeurs qui se suivent, mais forcément de valeurs différentes. Si ce sont des valeurs qui se suivent d'un même style littéraire, vous allez obtenir des points bonus. Voilà en gros comment vous allez gagner des points. Donc vous allez gagner en plus des points bonus si vous avez les petites étagères à livres associées. En fin de partie, donc il y a 12 manches, on voit à la fin de la 12e manche, on fera un ultime poème, puisqu'en fait à chaque fois que vous faites un poème, vous mettez une inspiration de côté. Et à la fin, avec toutes les inspirations que vous avez mis de côté, vous allez pouvoir faire un ultime poème qui vient clore la partie.
Que se passe-t-il avec ce plateau central, mais surtout avec ce petit personnage-là, Pessoa? Parce qu'en fait, il y a Pessoa, le vrai, dans le jeu. Il est jouable par tout le monde. Vous allez pouvoir dépenser 1 d'énergie sur votre plateau. Donc, basiquement, en début de partie, normalement, vous avez 5 points d'énergie pour pouvoir déplacer Pessoa. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul emplacement à chaque fois. Si j'ai envie, par exemple, d'aller dans la bibliothèque et que Alex s'est déjà posé, je suis bien embêté, eh bien, je vais pouvoir payer pour devenir Pessoa, et je peux déplacer Pessoa. Et Pessoa, il a toujours lui son emplacement réservé, donc il peut aller là où il veut. Mais je suis obligé de déplacer Pessoa. Et un autre joueur, à son tour, pourra à son tour payer pour devenir Pessoa, et bien je redeviendrai sa personnalité alternative. Et ça, c'est très très malin, parce qu'en fait, on peut tout le temps faire quelque chose pour peu que l'on gère bien son énergie. Il y a un emplacement partout, et en fait, on arrive tout le temps à faire quelque chose, ça c'est très très fort. Dernière chose que l'on peut faire avec les emplacements, on va pouvoir retourner au centre du plateau avec notre personnalité alternative et utiliser le pouvoir de là où Pessoa se trouve actuellement. Donc là, moi je l'ai mis précédemment, ou un autre joueur peut l'avoir mis. Dernier petit détail, on arrive un petit peu au bout de cette explication. Sur ces deux côtés-là, lorsque vous allez dépenser des cartes, vous allez regarder sur ces cartes, il y a des petits symboles qui correspondent à l'horoscope, si je dis pas de bêtises. Je suis nul en horoscope, c'est pour ça que je demande validation. Et il y a donc le compteur de manches qui va aligner des symboles de l'horoscope à chaque fois sur les deux côtés. Si lorsque j'utilise des cartes, il y a parmi ces cartes au moins un des deux symboles indiqués, je vais gagner un bonus. Et ce bonus va être différent à chaque fois. Ça peut être des bonus de points, ça peut être des bonus d'énergie, ça peut être aller piocher des cartes inspiration directement dans la pioche. Et ça, c'est très important, c'est vraiment pas à négliger. On en a fait les frais, n'est-ce pas, Alex? Nous, on l'a négligé, aucun de nous n'est arrivé premier à cette partie-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Pessoa. La thématique est super bien portée. Cette thématique qui est vraiment, je trouve, inattendue, eh bien, c'est tant mieux que ce soit inattendu. C'est vraiment une très agréable surprise que ce Pessoa, un jeu de Orlando Sa, illustré par Marina Costa, et David Santo Mendes a collaboré dessus avec eux, je pense, pour toute la partie historique et rédactionnelle des petits bouts de poèmes qu'on a dans la main tout le long de la partie, qui ne servent à rien, en fait, si ce n'est à ce que ça soit un beau jeu, et on se plaît, quand c'est notre tour ou quand c'est pas notre tour pour déranger les autres joueurs, à lire ces petits bouts de poèmes de Pessoa. On va passer dans un univers très différent. J'avais pris plein de cartes de Pessoa, je vous les ai pas montrées tellement j'étais concentré sur le plateau, c'est pas grave. Hop là, je pense que le dos de la boîte était suffisamment bien fait, ce qui n'est pas toujours le cas. On est très heureux quand il y a un dos de boîte bien fait. C'est vrai. En parlant de dos de boîte bien fait pour parler du matériel, je vais vous parler de l'extension de Dune Imperium, l'avènement d'X. Alors, Dune Imperium, on ne le présente plus, bien que si je vais vous le présenter un petit peu. Ce jeu expert primé, gagnant de l'As d'Or catégorie expert, de placement d'ouvriers, de deck building dans l'univers des livres, des films, la saga Dune. Eh bien, cette extension-là va rajouter pas tant de choses que ça, mais pile ce qu'il fallait. Alors je dis pas tant de choses que ça, en termes de mécanique, ça va pas être la révolution absolue. Par contre, je peux vous dire que ça va booster votre jeu, mais vraiment, ça rajoute pile ce qu'on attendait, c'est génial. Ça va rajouter, dans un premier temps, je vous parle de plus important, ça va rajouter ce plateau-là que l'on voit ici, qui va venir se poser sur le plateau classique pour changer les effets du conseil du lance-rade et de la chaume. Je vous explique rapidement ce que ça va faire. Le conseil du lance-rade, ça va enlever un petit peu les pouvoirs qu'on n'utilisait pas trop. On va vraiment garder l'essentiel du conseil du lance-rade, à savoir, vous allez toujours pouvoir gagner un agent supplémentaire pour pouvoir faire plus de pauses à votre tour. Vous allez toujours pouvoir payer pour utiliser le manta qui vous fait piocher une carte et vous permet de faire une action. Vous allez toujours pouvoir vous poser dessus pour réduire le coût d'achat des cartes. Mais désormais ici, on a vraiment une toute nouvelle mécanique. Vous allez pouvoir vous poser sur l'un de ces emplacements. Vous allez donc faire monter le jeton de votre couleur d'un étage. Et à chaque fois que vous allez vous poser à nouveau, vous allez le faire monter d'un étage encore. Ce que vous pouvez faire comme action, c'est de faire retomber votre jeton à 0. Et là, vous allez bénéficier de tous les étages que vous avez gravis. Alors évidemment, il va falloir faire preuve de patience. Peut-être qu'à tel ou tel moment, vous allez avoir besoin de telle ou telle ressource et vous allez redescendre plus tôt. Mais là, ceux qui vont faire preuve de patience vont être récompensés, notamment avec, au dernier étage, une réduction de coût de technologie. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc que les technologies? Je ne connaissais pas ça dans le jeu de base. Eh bien c'est normal, c'est un nouveau plateau qui vient sur le côté, qui va vous permettre donc d'acheter des cartes de technologie qui sont assez similaires aux cartes intrigue. À savoir, ce sont soit des cartes qui vont vous faire gagner des points en fin de partie selon des conditions bien précises, soit des cartes que vous allez pouvoir utiliser en mode « Ah, pam dans ta face, quand tu fais ça, je fais ça, et clac, je reprends un avantage ».
soit des bonus de ressources fixes, enfin bref, c'est très très varié à nouveau. Ils ne sont vraiment pas à négliger parce qu'ils sont quand même très puissants ces effets. Ces effets, on va donc aller les chercher ces cartes en se posant sur ces emplacements, en payant en épices évidemment. Et là, l'épice retrouve vraiment tout son sens au cœur de cette extension. Ce qu'on va pouvoir faire aussi en se posant ici, c'est avoir un petit coût, une petite réduction de coût, mais aussi on va pouvoir recruter un cuirassé, un véritable vaisseau de guerre. Et ça, c'est très très cool le cuirassé. Ce cuirassé, il va venir ici, hop là, je le montre sur le jeu de base, dans votre zone de conflit, dans votre garnison. Vous pourrez l'envoyer au combat. Il compte pour 3 unités. 3 unités, c'est vraiment puissant. Pour peu que vous recrutiez un petit peu de soldats avec, pour peu que vous ayez des épées dans les mains, ça va vraiment faire la différence. En plus de ça, lui, à la fin du conflit, il revient dans votre garnison. Ok, donc ça, c'est encore plus monstrueux. Il permet de faire quoi également? Eh bien, si vous n'allez pas dans le conflit, que vous restez dans votre garnison, il vous permet quand même de jouer des cartes avec les épées pour rajouter du conflit, des points de conflit au dernier moment. Chose qu'on ne peut pas faire normalement avec les petits soldats classiques. Dernière chose que peut faire ce cuirassé, il va vous permettre de prendre le contrôle de l'une des 3 cités. Donc cité que normalement dont vous prenez le contrôle en gagnant un conflit. Et ben, si elle n'est pas contrôlée par un joueur, je vais pouvoir m'y mettre. Si elle est contrôlée par un joueur, je vais pouvoir me mettre par-dessus son drapeau. Alors c'est pas à vie, ça va durer un tour, mais ça peut être bien utile. Voilà pour le cuirassé qui va faire toute la différence dans les conflits. Ensuite nous avons de nouvelles cartes, évidemment, nouvelle extension, nouvelles cartes. Et là, ces nouvelles cartes, alors, il y en a plus d'une 60aine, on se moque pas de vous. De nouvelles mécaniques, évidemment. Notamment des cartes qui ont de l'infiltration. L'infiltration, et là je perds ma voix, l'infiltration, elle vous permet d'aller vous poser à un endroit où un autre joueur s'est déjà posé. Donc normalement, c'est un jeu de poste d'ouvrier, de blocage, classique. Si un autre joueur est sur un emplacement, vous ne pouvez pas y aller, avec l'infiltration, il n'y a pas de problème, vous y mettez, mais il faut qu'il y ait un autre joueur, évidemment. Vous allez avoir également une nouvelle mécanique qui dit que quand certaines cartes sont défaussées et ou détruites, vous allez déclencher un petit effet de bonus. Et ça peut être très utile, notamment quand on les défausse. Au pire, si on les détruit, vous en bénéficierez quand même. Pour terminer les nouveautés dans cette extension, 2 nouvelles cartes de conflit et bien sûr 2 nouvelles cartes de maison qui vont apporter toujours plus d'asymétrisme, toujours plus de possibilités, puisque ce sont ces maisons qui vont vous donner un petit bonus bien précis dont les joueurs ne pourront pas bénéficier. Et bien sûr, ces nouvelles maisons vont d'autant plus synergiser avec les nouvelles de mécanique de jeu pour que tout ça fonctionne en parfaite synergie. Voilà en gros pour Dune Imperium, l'avènement d'X. C'est la belle cerise sur le beau gâteau à la crème, c'est vraiment une super extension pour un super jeu et on est bien content de l'avoir en ce début d'année avec le retour de Dune Imperium qui n'avait pas été là pendant plusieurs mois. Oui. Il est là pour fêter sa victoire à l'As d'Or et à nouveau bravo à lui. Et je sais plus, je m'arrête là. Après on passe sur le JDR. On passe sur le JDR. Actu JDR. C'est bon? On continue le marathon? T'es prêt Alex? Ouais, on va le garder. Ok, on continue avec l'actu JDR. C'est une grosse semaine côté jeux de société, c'est une grosse semaine côté jeux de rôle. Nous allons commencer avec Vastburg, le guide du Gardoche. Vastburg, ce jeu de rôle dans lequel on joue des gardes d'une ville médiévale dans laquelle la magie existait mais elle a disparu. Un monde un peu désabusé, inspiré d'un livre du même nom, Vastburg, que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas lu, comme la plupart des livres. Dans le guide du Gardoche, on va trouver plein de choses. On va trouver la carte de la ville, alors je la déplie pas en entier parce que je vais galérer à la replier, je le connais très bien, ça prend 2 secondes à ouvrir, ça prend 25 minutes à replier, hop là, mais c'est toujours agréable d'avoir des cartes géographiques, je le dis à chaque fois, c'est quand même très pratique dans un jeu où on est censé savoir où on se situe, de savoir où on se situe. Oui. L'écran du maître du jeu en 4 volets. Les illustrations sont tellement parlantes, en très peu de temps vous comprenez directement dans quel type d'univers vous êtes. Voilà, vraiment ça, ce petit paravent en panorama qui vous récapitule très rapidement l'ambiance de Vastburg avec bien sûr toujours les infos pour le MJ à l'intérieur qui vont lui sauver la vie lorsqu'il aura oublié tel ou tel point de règle, ce qui arrivera parce qu'on n'est pas des machines. Le guide du Gardoche, alors le guide du Gardoche, c'est un petit guide de la cité, c'est des petites informations complémentaires sur la cité, c'est très bien parce que la cité, il faut la connaître, c'est là où vont se passer toutes les histoires que l'on va vivre dans Vastburg, hop là. Et on va trouver quoi d'autre pour terminer? Oui,
C'était tout à la fin, donc je l'ai recouvert. Voilà. Des petits morceaux de gazette. Des petits morceaux de gazette comme ceci. Allez, j'en déplie un pour vous montrer. Puisqu'il y a le journal, la feuille de chou, dans Vasberg, qui vous parle des infos. Et en tant que garde qui va enquêter sur telle ou telle affaire, ça peut être bien, si vous n'avez pas un guide et bon tuyau sous le coude, d'aller fouiller les informations dans le journal local. Ah, c'est pas double face, je me suis fait avoir. Et ça va être un super outil pour vous, MJ, pour aller leur faire fouiller des informations et les mettre dans l'ambiance. Donc voilà, ce petit guide du gardoche, j'aime bien le nom. Vasberg, l'univers me parle bien, j'aime beaucoup ce genre d'univers. Et ils ont poussé la charte graphique et l'univers jusqu'au bout, et c'est tant mieux. Nous avons juste à côté Petit Pirate. Petit Pirate, c'est un jeu de rôle pour jouer en famille avec des enfants à partir de 6 ans et au moins un adulte ou un ado, bref un pas enfant. Dans Petit Pirate, où il va y avoir plein de choses, c'est dommage, le dos on voit pas très bien, mais il y a déjà plein de petits suppléments de cartes fournis, mais évidemment hop là, il y a tout ce qu'il faut, comme à chaque fois qu'il y a un JDR qui sort, il y a tout ce qui vient avec, à savoir l'écran de jeu du capitaine. Alors là, il est en très souple, hein. L'écran du maître du jeu, c'est pas celui de Vasberg, mais pour le coup, il est à 9,90€, donc c'est quand même bien pratique. Et vous avez la carte du monde, que vous allez retrouver en petit format dans le livre de base, mais ça peut être sympa de l'avoir en grand. Petit pirate, est-ce que j'ai besoin de vous le pitcher? On va jouer des pirates, des gentils pirates. Il va falloir trouver des trésors, il va falloir sauver d'autres pirates, il va falloir explorer des lieux, il va falloir faire attention aux méchants pirates. Bref, des aventures pirates en famille. Ce genre d'initiative, j'adore. Bravo la loutre rôliste, pouvoir jouer aux jeux de rôle en famille, c'est cool. Il y en a de plus en plus des jeux qui font cette proposition, qui vont aider à démocratiser ce beau passe-temps qu'est le jeu de rôle. On remonte un peu plus haut avec des choses un peu plus costauds. Avant de commencer par les nouveautés, on fait un recoucou à l'Empire des Cerisiers, on fait un recoucou à Things from the Flood, qui ont gagné, je le rappelle, le Graal d'or à Cannes. Encore bravo à eux, et surtout Arcane Asylum, bravo à vous, parce que les deux jeux sont de Arcane Asylum, et le troisième jeu en catégorie réédition, c'était Worm. Voilà, on l'a pas là, mais je le redis. Nouveauté donc, avec, en premier, on commence par lequel? Alex, tu veux lequel? Allez, Stalker, meilleur pour la fin. Stalker. Alors, meilleur pour la fin, je ne sais pas, ça dépend de quoi tu attends, ça dépend de tes attentes. Toi, peut-être que tu as joué à la Fallout, donc ça va te toucher, je comprendrai parfaitement. Moi, j'adore Fallout aussi. Mais ça fait un peu Métro 2033, Stalker, l'affiche en tout cas. Exactement. Eh bien, à l'instar de Métro 2033, c'est inspiré d'un roman à la base. Alors, je sais pas si c'est un Russe qui l'a écrit, un monsieur des pays de l'Est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oui. C'est un roman à la base. Il y a eu des jeux vidéo et il y a eu un jeu de rôle. Voilà, un petit peu comme Métro. Donc, dans Stalker, il y a eu une catastrophe mondiale. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, c'est vraiment très très mystérieux. Là, les joueurs de Night vont peut-être s'y retrouver parce que voilà, on en sait très peu, si ce n'est qu'il y a des zones dans le monde que l'on a désormais appelées les zones, parce que c'est très original, dans lesquelles les lois de la nature n'ont plus lieu. Les créatures ont muté de manière horrible, les lois de la physique n'ont plus lieu, même la nature elle-même est devenue extrêmement dangereuse, et tout est potentiellement mortel, mais en même temps il y a certains objets, certains éléments, voire même des animaux ou des êtres humains que l'on appelle désormais des artefacts, des anomalies. Eux recèlent d'immenses pouvoirs, et nous sommes des stalkers. On va mettre notre équipement de stalker, comme dans Metro, ils s'appellent les stalkers aussi les personnages dans Metro, et on va aller dans ces zones pour aller récupérer un maximum d'artefacts. Et est-ce qu'on va y survivre? Ça c'est à vous de le dire. Stalker, c'est la loutre rôliste comme Petit Pirate, 2 salles, 2 ambiances. Ah oui. Et bien sûr, écran du maître du jeu que je trouve magnifique. Donc voilà, j'insiste dessus, je vous le montre parce que je le trouve très très beau. Et bien sûr, à nouveau, à l'intérieur, les informations pour le maître du jeu, pour lui sauver la vie. Alors j'aimerais bien vous montrer l'intérieur, mais il est filmé. J'ai eu l'occasion à Cannes de le compulser un petit peu, ce qui m'a fait me décider à en acheter parce que c'est vraiment à nouveau très moderne à l'intérieur dans sa mise en page. Il y a de belles illustrations, couleurs, bref. Voilà pour Stalker, on va rester dans l'ambiance. Fin du monde, apocalypse, tout ça, parce que c'est la joie, avec Fallout, le jeu de rôle officiel. Alors Fallout, ça se prend moins au sérieux. Si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, n'importe lequel, je sais pas combien il y en a aujourd'hui, 4, 5, 6. Il y en a 5, comment non? Moi j'ai beaucoup joué au 2 et au 3, et après j'ai un peu lâché l'affaire. New Vegas, c'était sympa. Bref. Je vous le récapitule quand même. Il y a une fin du monde. Alors là, c'est à cause de la guerre, bombe atomique, tout ça. Ça a eu lieu dans les années
40, 50, 60 par là, et en fait dans le jeu on est dans les années 60-70 mais d'un monde ravagé, et en fait dans l'ambiance on est très 60s en fait, oui. Finalement un petit peu flower power mais sans les flowers et sans le power non plus. Vous allez être quelqu'un de spécial, vous allez avoir des attributs un petit peu comme dans le jeu vidéo, donc la force, l'intelligence, charisme, bref des choses qui sont très jeux de rôle à la base, c'est évident de les retrouver dans le jeu de rôle. Vous allez incarner soit quelqu'un qui vit dans les Badlands depuis sa naissance, soit quelqu'un qui vivait dans un abri anti-atomique pendant des années et qui en sort et qui découvre le monde. Ça peut être un super point de vue justement pour les joueurs pour découvrir le monde de Fallout que le découvrir avec leurs personnages en même temps. À l'instar de Stalker, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait dedans, mais vraiment pas, et à Cannes non plus, j'ai pas réussi à voir ce qu'il y avait dedans, donc je ne pourrais pas vous montrer l'illustration, je ne pourrais pas vous en parler. Ceci dit, c'est qui ? C'est Arcane Asylum, ok ? Arcane Asylum, j'en ai parlé juste avant. Ils font toujours un travail éditorial mais qui est magnifique. Bon, je mets ma main à couper que c'est du même acabit. En général, les systèmes de rôle, le système de résolution dans les jeux de rôle de Arcane Asylum sont pas trop complexes. Je me suis renseigné dessus. Effectivement, ils ont fait en sorte d'avoir un système de jeu donc avec 2D20 qui va aussi bien fonctionner pour le côté un peu pulp aventure que pour l'exploration, le social, les enquêtes, etc. C'est un système de jeu assez facile à prendre en main et assez passe-partout. On arrive bientôt à la fin. Voilà, je commence à dire n'importe quoi. Tout va bien. On va commencer par. Allez hop. Dungeon Crawl classique. Alors lui c'est pas la nouveauté, mais je vous le montre parce que c'est le patron, c'est le livre de base. Et bien ce livre de base c'était donc pour faire un petit peu du revival du Donjons et Dragons, mais pas Donjons et Dragons à l'ancienne, façon années 70. Et bien désormais il a ses suppléments, et ces suppléments ils étaient sacrément attendus parce qu'en fait c'est eux qui vont faire vivre la gamme. Le principe c'est que vous avez un gros livre, vous l'avez vu, bien épais, qui va coûter un petit peu cher, mais que derrière vous aurez vos suppléments d'aventure comme ceci, alors en souple, je crois que c'est à 10€ pièce, oui c'est ça, à 10€ pièce, et on va rester bien sûr dans ce côté très pulp, oui. très homemade, très do it yourself, avec des noms aussi évocateurs que le peuple de la fosse, navigateur sur une mer sans étoiles et le fléau des rois barbares, et bien sûr toujours à l'intérieur ces illustrations qui font très fanzine. Moi j'adore vraiment ce genre d'illustration, le côté fanzine, le côté fait maison, ça fonctionne sur moi, c'est ce qui fait tout le charme de cette gamme. Et bien là, si vous voulez vous faire du jeu de rôle à l'ancienne, que vous connaissiez, vous avez envie de retourner dans le jeu de rôle de votre adolescence, de votre enfance, ou que vous vouliez explorer tout un pan de la culture jeu de rôliste, c'est dans cette direction. Et on va donc conclure avec cette petite boîte qui est à nouveau à visée familiale. 2070, le jeu dont vous êtes le héros, tout est dans le titre en fait. C'est du livre dont vous êtes le héros. On va prendre des décisions, mais à plusieurs pour le coup. Donc ça va être des livres partagés pour jouer en famille, donc jusqu'à 4 personnes à partir de 13 ans. C'est Macaca Édition, si vous êtes déjà intéressé aux bandes dessinées dont vous êtes le héros que l'on propose à la boutique, vous êtes forcément tombé dessus, et pas que à la boutique d'ailleurs. Macaca, on les trouve de plus en plus dans les différents ludicaires, et bien c'est tant mieux. Là c'est la même gamme que Sherlock et Bayam. Ouais voilà, c'est tout ça, c'est du Macaca effectivement. Ça s'appelait Bayam. Bayam également, il me c'est semble. ça, ok. Et donc 2070, le jeu dont vous êtes le héros, vous allez pouvoir incarner soit une androïde, soit une mercenaire, soit un maître des arts martiaux, soit un alien, et vous allez vous lancer dans une aventure ensemble. On va partager la narration, on va suivre les événements, et puis suivant le personnage que l'on incarne, on va déjà pas forcément prendre les mêmes décisions si on a envie de le jouer un petit peu roleplay, mais surtout on n'aura pas les mêmes compétences, et donc là il faudra utiliser vos compétences à bon escient pour aider le groupe, pour tirer le groupe vers le haut et arriver à la fin de cette aventure, tant qu'à faire en entier. Voilà, donc je salue à nouveau la volonté de faire du jeu de rôle, ou du moins du jeu narratif en famille. Il y en a de plus en plus, et je le dis à nouveau, c'est tant mieux. Et on repasse du côté jeu de société. Waouh, c'est hyper impressionnant Alex, hein. J'espère. Ah ouais, c'est ouf. Tout ça pour vous présenter Martial Art. Martial Art. C'est horrible. Martial Art, pardon. Un jeu de France Couderc, je vais y arriver.
Illustré par, alors là, Vu Nguyen et Gabriel Iacono, j'espère que je le Oui, prononce je correctement. pense que c'était bien. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui pourra se jouer notamment en équipe à 4. C'est un jeu, on va dire, d'une demi-heure à peu près les parties. Et c'est un jeu où on va se taper dessus en fait. Hein. On n'est pas là pour jouer au Scrabble, là pour le coup. On va vraiment essayer de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Alors je parle de points de vie, mais en réalité, pardon, vous allez avoir un plateau ici sur lequel il y a différentes pistes qui correspondent à chaque partie de votre corps. Donc vous avez vos 2 bras, votre tête et vos 2 jambes. Et ce sont des pistes de points de vie. Donc les petits cubes sont tout en haut Voilà. au début. Ils vont descendre. Si jamais vous en avez 3 sur la ligne du milieu, c'est un KO. Donc vous sortez du jeu, votre figurine sort du jeu. Si jamais une des pistes arrive à 0, et ben c'est aussi un KO. Donc 2 possibilités de perdre. Le dernier en jeu gagne la partie. Comment ça se passe? Alors là, vous avez une petite mécanique très chouette d'Awale, où en fait vous allez essayer de déplacer des jetons d'une zone vers une autre, et en fonction des jetons qui se déplacent, vous allez attaquer vos adversaires. Alors là, j'ai tenté de faire un exemple assez simple. À votre tour de jeu, ce que vous faites, c'est que vous choisissez une zone et vous révélez tous les jetons dits d'effets. Alors vous avez 2 types de jetons. Les verts sont les effets, les jaunes sont les actions. Vous allez avoir du coup, donc si je choisis par exemple cette action-là, donc cette zone-là, je la choisis, je révèle les cubes qui sont présents. Alors c'est important de cela qu'ils soient cachés par vos adversaires parce que notamment vous verrez qu'il y a des principes de blocage qui sont très très cool. Vous allez avoir du coup ici un principe d'effet, donc là c'est un effet de déplacement. Je t'envoie sur le plateau commun justement, on va te montrer juste là. Le plateau commun ici, on a nos différentes figurines et c'est de là en fait que va se faire le déplacement. Donc là par exemple j'ai révélé un pied, je peux du coup me déplacer de une case. Moi je joue Liming. Et donc du coup je me déplace d'une case, ce faisant depuis ma zone de départ, je vais décaler les jetons à ma convenance. Donc par exemple ce jeton là je vais le mettre ici, et ce jeton là je vais le mettre ici. Ce faisant, comme le jeton d'action indiqué ici indique que je frappe quelqu'un, eh bien je vais frapper un adversaire qui est adjacent à moi, donc là ce ne serait pas le cas, mais en admettant que cet adversaire soit adjacent à moi, je vais du coup pouvoir le frapper, et du coup ce faisant je vais lancer 2 dés. Et en fonction du nombre d'icônes que je fais, j'inflige des dégâts dans la zone correspondante de mon adversaire. Parce qu'évidemment, chaque personne a son plateau devant soi. Donc là, je tape dans la zone 4 de mon adversaire, donc dans sa jambe Jambe droite. Et du coup, forcément, sur sa piste de jambe droite, s'il est ici, il va éventuellement pouvoir faire des défenses. C'est pour ça qu'on a ces petites tuiles de blocage que vous voyez ici. Si mon adversaire, dans sa zone, avait de la défense, il pourrait en révéler pour justement lancer également 2 dés par défense révélée et bloquer par succès. Donc si jamais il n'en bloque pas, et du coup je lui infligerai 2 dégâts, donc par rapport à mon lancer, je lui inflige 1, 2. Si jamais il passe ou il s'arrête sur un marqueur ici de jeton, et du coup il va perdre ce jeton, il ne pourra plus par exemple se déplacer, bloquer, gagner du chakra et du chi, ça j'en ai pas parlé, mais je vais vous faire un détail des actions ici. Donc comme je disais, il y a le déplacement évidemment qui peut être jusqu'à 2 voire 3 pour certains personnages. Vous allez avoir le blocage qui permet d'être joué pendant le tour des adversaires pour bloquer des dégâts. Vous allez avoir notamment le moyen de gagner du chi et de la rage. Alors ça sert à quoi le chi et la rage? C'est hyper bien, ce sont des techniques secrètes. Ici par exemple sur Liming, vous avez la fureur du léopard qui permet notamment, donc ça s'enclenche à la fin, c'est bien précisé, vous l'enclenchez à la fin, donc vous payez le coup qui est indiqué juste à gauche qui est 1 chi et 2 de rage, et du coup Liming donc, a un tour supplémentaire après avoir tapé avec un point. Donc, pas mal. vous allez avoir des combos comme ça qui sont très malins, j'y reviendrai juste après sur l'optimisation. Vous avez notamment la possibilité de faire le souffle du dragon, c'est à la fin aussi. Et comme ça, quand vous payez 3 chi, au prochain tour, vous allez pouvoir lancer 3 dés quand vous attaquez en coup de pied sur une zone 3 ou 4 d'un adversaire. Ce qui est hyper cool, c'est que vous avez un mode maître qui va prendre en compte la manière de pivoter de votre personnage, c'est-à-dire que le personnage qui est en face de vous, vous allez pouvoir le taper de dos. C'est-à-dire quand vous êtes attaqué de dos, l'adversaire va pouvoir avoir un dé supplémentaire parce qu'il vous attaque de dos. S'il est de face, il ne se passe rien. Vous avez d'autres règles, notamment par rapport aux différents jetons. Et c'est là où il y a une importance parce que les jetons d'action, qu'ils soient un pied, une saisie, un coup de poing ou un coup de tête, on s'en fiche un peu, ça fiche toujours 2 dés pour les lancer les dégâts. Mais par contre, en fonction des techniques, on vous demande des symboles particuliers. Et c'est là où c'est super cool, c'est que si vous maîtrisez déjà un peu le jeu, qui se maîtrise vraiment très facilement, vous allez avoir des petites tuiles, notamment de capacité spéciale. Vous en avez 5 par joueur, donc là je vous montre celle de Liming. Et vous allez pouvoir faire au début de la partie une petite optimisation sur les différentes capacités que vous souhaitez faire. Ça, c'est donc très là, sympa. Par exemple, voilà, une sérénité de la grue, pardon, j'ai mal vu. Une sérénité de la grue qui se fait à la fin. Je peux intervertir 2 petits jetons d'effet en fait. Ça ne coûte que 1 de chi.
Il y a moyen d'optimiser parce qu'en fait on prend les 5 et on sélectionne ce qu'on veut. Donc je peux en garder qu'un et partir avec les 2 de base et puis en jouer un de plus, mais je peux aussi en prendre 3 spéciaux et les remplacer. Je voulais revenir très rapidement sur le gain de la rage et de la chi parce qu'en fait vous avez plein de plateaux différents de personnages, vous en avez 6 à l'intérieur si je dis pas de bêtises. Ouais, moi je veux que tu les montres parce qu'ils sont cool. Voilà, donc là on a Kimberly. Des gros clins d'œil à Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. On a Wonja. On va avoir ici, hop, Vous voyez Igor. qu'ici à chaque fois ça va être différent. Oui, complètement. Dans cette zone-là, en fait, donc là, on a Igor qui est quand même le jeu, on va dire le personnage de base, parce qu'en fait, lui, il est assez polyvalent entre guillemets en termes de KO. Il est pas trop fragile entre guillemets, contrairement justement à Liming et puis à Kimberly, mais qui ont quand même des coups assez redoutables. Et en revanche, lui, il a quand même beaucoup plus de rage que de chi. Un petit peu comme ici, hop, un personnage Hirumasa. Qui lui a assez polyvalent, mais il va être très fragile notamment sur la tête et sur les jambes. Par contre, il est très costaud sur le bras gauche et sur le bras droit, comme on peut le voir notamment sur l'image. Vous allez avoir un des persos qui a le plus de style. On est d'accord. On est d'accord. C'est bon vieux Ricardo. Ricardo qui fait de la capoeira. Qui est aussi très polyvalent au final, mais qui va beaucoup jouer sur les déplacements. On l'a vu sur la partie, il nous a surpris dans ses déplacements, il nous a bien tapé dessus. Je finissais sur le différent tour pour vous le récapituler très facilement. Début de mon tour, je choisis une zone et vous allez révéler tous les effets visibles. Et ensuite, vous déplacez d'autant de cases que de jetons visibles et vous en déposez, vous en égrenez un à chaque fois, comme pour la Wallée. Dans les différentes zones, il est important de finir avec un jeton d'action si vous souhaitez faire l'action. Et notamment quand vous faites l'action, vous faites des dégâts s'il y a quelqu'un qui est adjacent à côté de vous. Voilà, donc c'est un jeu qui est au final très accessible dans les règles. Les exemples sont toujours très très bien fichus. L'asymétrie peut se faire très rapidement et je pense qu'au début on peut très vite partir sur les techniques secrètes un petit peu. Oui, nous on a fait une partie basique, on n'a pas mis les règles avancées et franchement on aurait dû, parce que je pense que c'est là où le jeu révèle tout son potentiel. Je pense aussi, notamment on avait une configuration qui était 3 joueurs, je pense pas que c'est la plus optique, ça fonctionne, mais je pense qu'à 2 c'est très cool, ça va très vite, vous faites des revanches sans problème, vous échangez très vite les persos. Je pense qu'à 4 en équipe ça doit être vraiment cool parce que du coup il faut se coordonner. Je pense entre les joueurs pour justement soit se fixer sur une seule cible, soit du coup essayer de se faire du 1 contre 1. Enfin bref, je pense que c'est un jeu qui a énormément de potentiel et qu'ils l'ont... au début en fait il est très accessible et je pense qu'on peut très très vite passer sur la version maître qui est juste pour moi la version du jeu de base. Bien sûr, et là, notamment la règle où quand on tape dans le dos on a des avantages, on va vraiment se tourner autour, là le déplacement va prendre tout son sens. Tout à fait, ouais. Donc très très cool martial art pour tous ceux qui aiment Unmatched, pour tous ceux qui aiment les jeux où on va se rentrer dedans, pour notamment la connotation en fait du jeu en Street Fighter quoi, on est clairement dessus, on est sur des jeux de Tekken, il y a des grosses références, donc très très cool en tout cas, belle découverte pour Martial Art parce que c'est celui-là auquel on avait joué effectivement avec Antoine et Max. On va continuer dans un autre registre, puisque là on est dans les sections coopératives et notamment les jeux d'enquête, et là on a reçu 3 nouvelles boîtes, notamment 2 boîtes, donc des nouvelles boîtes pour Exit. Donc là maintenant on a un Exit la forêt enchantée qui est un niveau débutant, donc accessible entre guillemets, il y a 2 niveaux, il y a débutant, intermédiaire et expert. Et l'autre boîte qu'on a reçue, c'est la porte entre les mondes. On a un petit côté Star Trek qui a l'air très sympa d'ailleurs, lui qui a un niveau confirmé, donc un niveau juste au-dessus en fait. Hop, ça c'est pour les Exits, donc les 2 nouveaux qu'on a reçus. Et ici, dans la gamme des Adventure Games, on a reçu Adventure Games, donc Frisson à l'hôtel Abaddon, où là du coup il se passe des choses bizarres dans ce manoir et on va essayer d'enquêter. Voilà, donc le principe d'Adventure Games c'est que c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais sous forme de cartes en fait, d'endroits que vous allez débloquer, et tout ça se fait à travers des cartes, des petits paquets. Et on peut jouer à plusieurs. Complètement, on peut jouer à plusieurs, c'est pas non plus... c'est même plus proche d'un point and click qu'on avait sur PC. C'est vrai. Plutôt que d'un livre où vous êtes le héros, mais il y a ce côté là où en fait on visite des lieux, on dit ah bah tiens on va aller là-bas, ah bah finalement on va revenir, puis finalement on va repartir là-bas, puis on se dit ah mais attends la clé qu'on a trouvée là elle ouvre pas la porte qui était là-bas. Voilà, c'est vraiment un jeu très très accessible et ça fait quand même des bonnes durées de partie parce qu'on est sur des aventures qui se font un peu sous forme de chapitres et souvent on en a pour 3-4 heures maximum sur ce genre de truc, donc ça peut être très très bien. On va se retrouver du coup maintenant derrière le comptoir. Ok, allons-y. Il faudrait mettre sur pied comme ceci pour faire des translations latérales comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière le comptoir, mon cher Antoine? Ceci. Et oui, Ship Hop, un jeu pour enfants à partir de 5 ans, un jeu de Maël et Florian fait, dont voici le matériel. Donc en fait c'est la boîte, hein. Là on ouvre la boîte, on place le matériel et c'est prêt à jouer et on joue directement dans la boîte. Que va-t-on faire dans Ship Hop? Eh bien le but du jeu c'est d'aller faire donc traverser cette prairie
par les moutons que vous voyez ici. Il va falloir échapper aux loups, parce que si jamais les loups, eh bien, ils vont sur une case, vous avez un mouton, que va-t-il se passer? Ils vont aller dans leur grotte ensemble, ils vont l'inviter à manger. Bien sûr. Hein, ça c'est la version enfant, d'accord. Et on voit très bien qu'ils ont des petits nuggets là au-dessus du feu. On voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, par contre, vos moutons, ils vont devoir donc traverser pour passer cette ligne d'arrivée et se retrouver dans leur enclos paisiblement. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va avoir une démonstration. Alex, lancement de dés. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Alors là, on a fait un jaune, donc on va pouvoir bouger un mouton jaune. Alors au tout début, on peut déplacer de une seule case, ou on peut faire sauter par-dessus un autre mouton. Quelle option choisis-tu? Donc je pourrais faire ça. Exactement. Mais je préfère faire ça. Exactement. Si jamais il y avait, par exemple, cette configuration-là, eh bien, tu aurais pu enchaîner. Double Donc, saute mouton. Hop, hop, double saute mouton, exactement. Est-ce que je peux sauter par-dessus un loup? Tu peux sauter par-dessus un loup. Ah, donc Exactement. du coup, je pourrais faire ça. Donc je t'invite à le faire. Mais- Magnifique. C'est dangereux ça. C'est dangereux parce que tu es donc sur la trajectoire de petit loup. Il y a grand loup et petit loup. Et comme je vous l'ai dit, s'il vous attrape, il vous invite à manger. Si jamais, bien sûr, le dé tombe sur grand loup et petit loup, on va les avancer d'une case. Donc là, ça commence à sentir pas très très bon pour le Notre petit mouton ami jaune. Albert. Et on va l'appeler Albert. Et donc, si on fait 2 fois grand loup, bah, c'est grand loup qui va avancer de 2 cases. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Et donc, il va forcément falloir arriver par ici en sauvant le maximum de moutons. Oui, bien sûr. Tous, c'est bien. On peut se permettre un petit taux de perte, mais quand même, c'est un peu triste. Alors, ça, c'est le jeu de base. Et il va se passer plein de choses, que des petits éléments qu'on va pouvoir rajouter au tout début. Vous avez ici, vous voyez cette case, elle est entourée de rouge, et bien parce que c'est des cailloux, c'est des gros gravats. On peut pas passer, on peut même pas sauter par-dessus. Hein. Ok. On ne peut sauter que par-dessus d'autres animaux. Ok, hop là. Et on va pouvoir donc en rajouter. Je vais commencer par mon préféré, sans équivoque, c'est la taupe. Ok. Hop là, vous avez placé la taupe. La taupe, elle va mettre un monticule de terre ici, c'est normal, c'est une taupe, ça fonctionne comme les gravats. Alors je dis ici, on peut les placer autrement. Hein. Ouais. C'est comme les gravats, ça va vous bloquer. Et puis ici la taupe, la taupe comme c'est un animal, on peut sauter par-dessus. Mais quand on saute par-dessus, ça va déclencher un effet. En fait la taupe elle retourne dans la terre, elle est vexée un petit peu, elle a pas trop aimé. Et hop, elle réapparaît de l'autre côté. Wow. Et j'adore cet effet, c'est vraiment trop Bien, drôle, c'est trop excellent. mignon. Autre petit effet qu'on va pouvoir avoir, c'est le raton laveur. Le raton laveur, quand vous allez sauter par-dessus, hop là on va dire qu'il est là, vous sautez par-dessus, vous allez inverser le sens des loups. Oh, Ok, c'est très cool. voilà, ça peut être bien, ça peut aussi vous mettre dans la panade. Eh ben oui. On va avoir le chien. Le chien, eh bien, c'est une aide. Hop là, je suis plus du tout devant. Le chien, que fait-il? Je m'en rappelle plus. Alors, regardez, hop là, on a une petite aide. On va jeter un coup d'œil. Ah, tu veux regarder pour le chien? Oui, je veux regarder. Je veux qu'ils aient toutes les informations. Et c'est juste ici. C'est pas là. C'est juste ici. Voilà. Le chien. Un mouton par-dessus, déplacer ensuite les autres moutons de la même couleur. Mais oui, c'était évident. Mais oui, bien Voilà, sûr. donc les mecs ils connaissent bien les règles de Peshoa, de Cloud Age. Côté jeu expert, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que c'est un jeu d'ambiance, un jeu pour enfants, c'est on est en galère. Bon, donc le chien, quand on saute par-dessus, et bien si j'ai fait sauter par-dessus un mouton rouge, je vais pouvoir faire jouer les autres moutons rouges. Hop. Voilà, et ça, Maxime me l'a récapitulé il y a 1h30, pas plus que ça, et je l'avais déjà oublié. On a le renard, Pardon. c'est l'inverse. Quand vous sautez par-dessus le renard, c'est les loups qui vont avancer. Pas cool, il est allié avec les loups. Et pour terminer, il y a un autre petit monticule de terre qu'on peut rajouter. Et donc, quand on rajoute un certain nombre d'éléments, ça peut rapidement devenir très vivant. Voilà donc ce petit ship hop qui n'a pas des règles aussi compliquées que ça en a l'air. Oui. C'est juste qu'on est à plus d'1 heure de tournage, qu'il est plutôt tard. Tout à fait. Et on va bientôt terminer cette vidéo. En tout cas, Ouais. Ship Hop, on l'avait vu en avant-première il y a quelques temps, nous, et on avait adoré. On Ouais. est très content de vous le beaucoup proposer. aimé. D'ailleurs, il y a un mode solo, on peut y jouer seul. Tout à fait. Je fais un petit aparté sur les Happy City qu'on a reçus. Là, vous avez des petites cartes pour Happy City. Donc, c'était un jeu qui était nommé à l'As d'Or également, qui ne l'a pas remporté, mais qui aurait pu tout à fait l'avoir. C'est des petites cartes en plus que vous avez, notamment pour soutenir en fait l'Ukraine. Donc, je sais plus, c'est versé à quel assaut, tu te souviens ou pas? C'est marqué juste derrière Comité international de la Croix-Rouge. Voilà, vous avez le mot Voilà. aussi, voilà. Donc, c'était la Croix-Rouge. Donc, en fait, elles sont à 5 € les cartes. Et donc, du coup, ce sera reversé à la Croix-Rouge. Voilà, tout simplement. Je voulais faire un petit peu la pub là-dessus, parce que c'est un super soutien en fait pour l'Ukraine. Autre particularité, les retours en stock. Vous connaissez Carcassonne, mais est-ce que vous connaissez Carcassonne chasseur et cueilleur? Parce que moi je ne le connais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient celui-ci. Alors les extensions peuvent pas se mettre dessus, mais il est déjà suffisamment complet. Mais sachez que maintenant, Carcassonne chasseur et cueilleur, il est de retour en stock.
Voilà, ça c'est la rubrique retour en stock. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, on va avoir en retour en stock donc les Marins de Catan, l'extension que tout le monde veut et que personne n'a pu avoir pendant au moins 3-4 mois. En effet, elle était très demandée. En rupture, voilà. Donc maintenant, elle est de nouveau en stock, elle est dispo. Petit retour en stock, mais et non des moindres. Je suis très content. The Hunger, je crois que c'est... Ah oui vous le retrouvez dans une vidéo de coup de cœur. Je l'ai mis dans mes coups de cœur de cette année 2021. Pour moi, il était complètement dans la catégorie initiée de l'As d'Or. Je suis un peu dégoûté, même si je suis très content que Link Forest l'ait eu, parce qu'il est très très bon. Mais pour moi, c'est un des meilleurs jeux de Richard Garfield. C'est un jeu de deck building et d'ambiance. C'est énorme. Si vous ne connaissez pas, foncez, parce qu'un jeu où on joue des vampires et on bouffe de l'humain avant que le jour se lève, sinon on brûle sur place. Je trouve ça surkiffant, c'est trop bien. C'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai joué en 2021, c'est trop bien. Hop, je finis sur un retour en stock, mais sur des petits casse-têtes, ça peut peut-être vous Ah, intéresser. ceux-là ils sont trop bien. C'est des Cluebox. Les Cluebox, c'est des petites casse-têtes, mais aussi un peu des boîtes à secrets, ouais, tout à fait. On peut ranger des trucs dedans. Ils sont hyper bien foutus et en général, le casse-tête est toujours en lien avec la thématique. On en a un sur le Nautilus, on en a un sur, ça c'est quoi? Le chat de Schrödinger, et ici c'est le David Jones Locker. Donc c'est en fait, il y en a deux, il y a Nautilus et David Jones. Bah, des thématiques nautiques, pourquoi pas. Voilà, qui sont dans le truc nautique. Donc le Ils sont top, ils sont vraiment en termes de mécanisme, Ouais. c'est tellement bien pensé, c'est 100% bois, Oui. et pourtant dedans il y a des petits ressorts en bois, Ouais, des ouais. trucs qui sont vraiment... Tout est fait en bois. waouh, et il y a vraiment un effet waouh. Il y avait un principe, ouais, c'est ça, de ressort, mais c'est pas un ressort en fait, c'est en bois. C'est du bois plié, je ne sais pas comment ça marche. On Je ne sait crois pas que je suis comment pas ça assez marche. intelligent. Vous ne savez pas non plus comment ça marche, mais du coup, c'est l'intérêt des cassettes, c'est qu'il faut les casser. Enfin, pas en vrai, mais il faut les casser intérieurement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Wouh Épuisé. Et encore, je dois monter cette vidéo, je suis ravi. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas combien vous êtes d'abonnés, vous êtes beaucoup trop, mais continuez à monter, ça nous fait plaisir. Continuez à partager, à liker et surtout à commenter. On adore vos petits commentaires. On prend beaucoup de plaisir à les lire. Donc, je vais pas dormir, je vais aller monter cette vidéo et je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.